Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'ils venaient nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Sacré nom d'un chien. Bon sang, ça file au moins 6000 à l'heure. Ça ne peut pas être un avion. Quoi que ce soit, c'est quelque chose de concret. 4e épisode, OVNI, les pilotes contre-attaquent. Avec dans les rôles principaux, Yves Melbergs, le pilote de F-16 qui a accroché un OVNI sur son radar. Je reste convaincu que nos radars ont vu quelque chose. On n'était pas derrière rien du tout. Jack Crean, ancien leader de la patrouille de France, qui a fait une rencontre extraordinaire avec son Mirage 3. C'est comme s'ils venaient nous voir. Quand on était nous menaçants, il s'est sauvé. Et Patrick Ferrin, un des meilleurs ufologues belges. On a quelqu'un qui a vécu une expérience tout à fait particulière. Ils font partie du gratin des pilotes confirmés. Contrôle Indianapolis, signalé trafic pour Airis 31. Airis, vous pouvez nous dire quel appareil? Négatif. L'appareil est très brillant. Les couleurs sont saisissantes. L'appareil approche le phase très brillant et très rapide. Il passe. Il nous a évité de justesse. Si les ovnis se déplacent dans les airs, il est logique que les pilotes d'avion soient les mieux placés pour les observer, comme vous venez de l'entendre dans cet extrait du film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Et c'est vrai qu'en réalité, les forces aériennes de nombreux pays ont enregistré des témoignages interpellants de leurs pilotes, parfois confirmés par des écho-radars inexplicables. C'est le cas de la Belgique. Pendant toute la durée de la vague d'ovnis belge en 1989, l'armée de l'air s'inquiète de voir son espace aérien violé à de nombreuses reprises par des objets volants non identifiés. Nos militaires prennent tous les témoignages civils au sérieux. C'est pas pris à la légère parce que ça fait partie de la mission de défendre l'espace aérien. Yves Melbergs, ancien pilote de F-16. On fait partie d'une coalition au sein de l'OTAN et donc il y a toujours des avions en fait de chasse qui sont 24 heures sur 24 prêts à décoller pour soit intercepter des avions, pour les identifier ou éventuellement pour les escorter s'ils ont un problème technique. Ça fait partie de la mission en fait de la force aérienne au sein de notre espace aérien, donc d'identifier en fait des objets qui n'ont pas été identifiés ou rapportés. Parce que en général, tous les vols qui ont lieu au sein de notre espace font l'objet d'un plan de vol. En général, les stations de contrôle au sol, que ça soit civil ou militaire, sont tout à fait au courant des vols qui ont lieu à travers notre espace ou dans notre espace aérien. Or, à l'époque, ce n'était pas le cas pour ces objets, donc qui étaient visiblement en l'air, sur base des témoignages des personnes au sol. Yves Melbergs pilotait un des deux F-16 qui sera envoyé à la poursuite des ovnis. À partir du mois de décembre 1989, l'état-major de la force aérienne a décidé d'envoyer à plusieurs reprises deux F-16 lorsqu'il y avait des identifications faites à partir du sol, sur base donc de témoignages de personnes, également de la gendarmerie. Et dès que ces conditions-là étaient réunies, ils ont envoyé à 3 reprises des F-16 pour essayer d'intercepter d'abord et éventuellement identifier donc cet objet ou ces objets ou ce phénomène qui à l'époque apparaissait de façon assez régulière. Les 2 premières tentatives d'interception n'ont rien donné. La 3e sera la bonne. Dans la nuit du 30 mars 1990, Yves et son équipier reçoivent l'ordre de décoller immédiatement. L'OVNI est revenu. Quand il y a une alerte, en fait, on court aux avions, on démarre le réacteur et en général, on est en l'air 5-6 minutes plus tard. Donc ce qui se passe, c'est au moment où on arrive dans l'avion, on prend les instructions par radio.
via un centre de contrôle en fait qui est un peu délocalisé par rapport à la base, mais qui nous donne les instructions de la mission en cours. Et donc ce jour-là, on a reçu les instructions comme quoi il fallait se diriger vers Louvain à une altitude à peu près de 4-5 000 mètres pour de nouveau aller essayer d'identifier ou intercepter donc cet objet-là. Et alors, on vous guide vers l'endroit parce que des radars au sol ont des éco-radars dans cette zone-là, c'est ça? C'est ça. Donc les deux stations de radar ont des échos. Donc au même moment, elles voient donc le même objet au même endroit. Et donc en fait, quand on arrive sur la fréquence du centre de contrôle de Glon, donc le contrôleur en fait nous annonce des contacts donc sur cet objet. Donc ils sont au début à, je vais dire peut-être 20 ou 30 kilomètres. Et alors en fait, le but de cette mission-là en fait était de s'approcher de l'objet, donc de le détecter d'abord, de l'intercepter et de s'en approcher au plus près pour soit l'identifier ou voir ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Donc en fait, ça a pris quand même quelques minutes pour arriver à détecter d'abord l'objet. Parce qu'à l'époque, en fait, nous, on était équipés de radars qui étaient quand même relativement performants pour l'époque, mais malgré tout qui comportaient certaines limites au niveau détection et portée de détection. Grâce au contrôleur, on finit par avoir une détection sur l'objet. Et alors, on a essayé de faire une interception, mais à plusieurs reprises, en fait, on a perdu le contact sur l'objet, donc parce qu'il avait un comportement erratique, c'est-à-dire qu'il changeait brusquement soit d'altitude, de direction ou de vitesse. Et donc, ça arrivait que après avoir une détection, on perdait le contact. Donc, il fallait recommencer tout le processus pour de nouveau avoir une détection, essayer de s'en approcher, etc. Et donc, finalement, à un moment donné, après à peu près une vingtaine de minutes de vol, on est parvenu à garder le contact avec les deux avions et à s'approcher de l'objet jusqu'à peu près 7 ou 8 kilomètres. Détecter des ovnis avec des radars militaires au sol, puis envoyer des F-16 pour les intercepter et enregistrer des éco-radars en vol qui confirment le tout, c'est très rare. Mais ce qui est encore plus rare, c'est que l'armée organise une conférence de presse pour l'expliquer. C'est pourtant ce que le colonel Wilfried de Brouwer a fait quelque temps après. Ce qui est très important pour nous, qu'au moment du lock-on, quand l'objet s'est déplacé vers le bas, jusqu'au saut, que Glon a aussi perdu le contact, ce qui est quand même important. Maintenant, ce contact a réapparu, si c'est le même, oui ou non, on ne sait pas, mais à ce moment, ils ont observé quelque chose ici, une chose qui se déplaçait à très haute vitesse. Alors, ils ont fait une interception, et là, pour moi, c'est le plus important, ils ont enregistré sur deux radars en même temps les mêmes paramètres. Donc, les deux radars ont enregistré une vitesse qui était supérieure à la vitesse du son de ce qui a été observé aussi et qui a été plus ou moins confirmé par Glon. Mais ils n'ont pas su se rapprocher de ces contacts. Puisqu'apparemment, il y avait une manœuvre évasive, si vous voulez. Maintenant, on tient toujours compte des interférences, ça c'est clair. Il y a parfois quelque chose qui apparaît sur un écran radar et on ne peut pas déterminer l'origine. Pour nous, ce sont des interférences électromagnétiques. Donc, il faut en tenir compte. Sur l'enregistrement radar présenté aux journalistes, on voit que l'OVNI évolue à 3000 mètres d'altitude et à une vitesse de 1000 km par heure. En 4 secondes, il plonge à 1500 mètres et sa vitesse passe à 2000 km/h, sans bang supersonique. Aujourd'hui encore, aucun avion connu n'est capable d'une telle performance. Ce qui est le plus troublant, tout d'abord, les observations visuelles au sol étaient quand même assez exceptionnelles. Il y avait une vingtaine de gendarmes, je crois. Entre autres, oui. Et en même temps, on a quand même détecté un comportement en l'air sur les écrans radar qui n'était pas conventionnel, je dirais. Et il y a eu corrélation entre les observations des deux chasseurs qui étaient en vol et des stations radar au sol. En effet, il y a eu une corrélation. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel. Quand des scientifiques tout à fait sérieux disent qu'on doit avoir le courage d'aborder l'hypothèse de phénomènes d'origine extraterrestre, vous-même, vous réagissez comment ?
nous sommes toujours prudents, puisque pour nous, il faut des preuves concrètes. Hein. Mais cette hypothèse reste ouverte, ça c'est clair. Quelles étaient les caractéristiques de l'objet que vous avez accroché sur vos radars, en termes de vitesse ou d'accélération ou de... Est-ce que ça pourrait être quelque chose de conventionnel ? Non, là on est dans quelque chose qui dépasse en fait, enfin en tout cas à l'époque qui dépassait les performances que nous connaissions en général des avions ou même d'autres engins, parce que voilà, les accélérations sont très rapides. Donc beaucoup plus rapide que ce qu'on était capable de produire à l'époque et encore maintenant. Il y avait en général pas de mur de son, donc il n'y avait pas de bang sonore entre guillemets, hein, donc il n'y avait pas de choc au moment où l'objet passait le mur du son. Or, on a observé en fait que effectivement il a dépassé le mur du son à plusieurs reprises. Donc normalement, certainement au sol, on doit pouvoir percevoir ce genre de phénomène, certainement si l'onde est dirigée vers le bas. Alors en plus, il y a des changements très rapides en altitude. Donc là, on a vu ça récemment avec les F-18. Là, apparemment, l'objet passait oscillait entre 20 et 80 000 pieds. Donc ce sont des changements très rapides d'altitude, donc qui sont très difficiles à réaliser, même avec des avions de chasse très performants, en tout cas aussi rapidement et aussi fréquemment. Pas de bruit, en général pas de bruit, et pas forcément des sources infrarouges ou des sources de vibrations très importantes. Donc on est face à des engins ou éventuellement des objets qui ont des caractéristiques, si c'est un objet, qui sont tout à fait différentes ou bien supérieures à ce que nous avons à l'heure actuelle. Certains essaieront de donner une explication logique. Phénomène météo peu connu ou leur top secret. Mais au final, 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé la nuit du 30 mars 1990. Selon vous, parce que vous étiez dans le cockpit, il y a eu des études par après qui ont été faites par la SOBEPS notamment, ou par des radars où on a parlé peut-être d'éventuels phénomènes météo, d'inversion de température, etc. Vous étiez sur place. Vous êtes aujourd'hui, 30 ans plus tard, toujours convaincu d'avoir poursuivi quelque chose qui pouvait être solide, entre guillemets ? Oui, je pense que, disons que cette idée-là, ça m'a jamais vraiment sorti de la tête. Ce que j'espérais, c'est qu'au fil des années, on finirait peut-être par avoir un éclairage un peu différent sur soit ce phénomène ou cet objet, parce qu'entre-temps, on a changé un petit peu la terminologie en fait de objet volant non identifié. En fait, en anglais, on disait UFO à l'époque, et maintenant, en fait, on arrive avec un terme qui est un peu plus large et qui permet en fait de se détacher de cette connotation un petit peu folklorique qu'on donnait à l'époque aux objets volants non identifiés, éventuellement associés à des extraterrestres. Et donc, en fait, on pouvait soit parler d'un objet ou d'un phénomène. Donc, je reste convaincu que voilà, nos radars ont vu quelque chose. Ça a été corroboré par les radars au sol. Donc c'est ça qui me conforte dans l'idée que on n'était pas derrière rien du tout en fait. Et surtout également des témoins visuels au sol. Donc en fait on a une corrélation entre 3 ou 4 sources d'informations différentes. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé par après, on arrive curieusement plus ou moins aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que quand on voit
les reportages récents ou les cassettes qui ont été faites ou les interceptions qui ont été faites plus récemment ou après nous, finalement, les pilotes reportent à peu près toujours le même genre de phénomène. Donc, c'est-à-dire des contacts radars observés par des stations au sol, des témoins soit visuels au sol ou même parfois dans des avions. Donc, il y a eu pas mal d'histoires témoignées ou rapportées en fait par des pilotes en l'air et même parfois par des passagers dans des avions. On observe en général toujours plus ou moins le même genre de phénomène. Donc en fait, on en est à l'heure actuelle toujours plus ou moins au même point. Des témoignages comme celui de Yves Melbergs, l'US Air Force en a enregistré dès les premières observations de 1947. En France, c'est une rencontre de pilotes de chasse avec un ovni qui a engendré la création du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes spatiaux non identifiés, comme l'explique son ancien directeur, Jean-Jacques Velasco. En France, en 1951, un cas a sollicité en fait, l'intervention de l'armée de l'air. Des pilotes qui étaient en patrouille ont observé au-dessus de la région d'Orange un objet qui se déplaçait à une vitesse qui correspondait à la vitesse de l'avion. Quand ils ont voulu le rejoindre pour faire l'interception, l'objet, en fait, a calqué sa vitesse sur celle des avions et à un moment donné, il a accéléré de façon considérable. À partir de ce moment-là, un rapport a été fait à l'état-major de l'armée de l'air, c'est remonté même jusqu'au ministre, et on a commencé à prendre en compte très au sérieux ces observations. Et là, des recommandations étaient faites pour créer en France un organisme qui permettait de collecter et d'analyser ces données. Un certain nombre de cas montrent à l'évidence qu'il y a une interaction vis-à-vis notamment des avions. Et ça, c'est tout à fait démontré. Quand vous prenez le nombre de cas aéronautiques à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés, vous êtes sur un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de 0 jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km/h, enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, avoir des trajectoires à la verticale puis brutalement partir à l'horizontale. Donc, ces rencontres entre ovnis et avions sont rares, mais elles existent et elles sont parfois spectaculaires. Nous sommes le 3 septembre 1975 à 23h dans la région de Cambrai. Jacques Crine, pilote de Mirage 3, est en plein exercice nocturne avec son équipier. Pendant la guerre froide, on avait des équipements radars qui étaient de plus en plus perfectionnés, donc on s'entraînait à faire des interceptions de nuit. Donc on était sur Mirage, j'étais à Creil, c'était sur la frontière belge d'ailleurs, c'était du côté de Lille par là. Et on décollait à 2 avions, on était guidé du sol par un contrôle radar serré et l'opérateur au sol. Les avions étaient éloignés, chacun servait de cible, de target, alternativement l'un sur l'autre, donc il y en a qui se mettaient un cap, s'éloignaient une centaine de kilomètres, l'opérateur au sol le ramenait, on faisait l'acquisition du target sur le radar de bord et on terminait à vue. Ce qui était un exercice pointu parce que la nuit, on a très peu de... Si on n'a pas de référence, si vous voulez, de dimension, de vitesse de rapprochement, il faut vraiment, c'était un entraînement qui était pointu. Écoutez les heures du contrôleur qui guidait mon camarade, et dans mes 10 heures, à gauche, à l'avant-gauche, je vois quelque chose qui pour moi ressemble à un avion de ligne, un fuselage éclairé avec des hublots. Je signale ça au contrôleur du sol, et il me dit, moi, je vois bien avec votre camarade, vous êtes là, je vois son spot qui arrive sur vous, je le guide. Mais moi, j'ai pas ce contact à l'endroit où vous me dites, j'ai bien l'autre contact, mais le vôtre, là, je ne vois pas. Bon, mon camarade arrive, il termine son rassemblement. Mon équipier arrive, il regarde l'ensemble, il regarde et je dis, tu vois ce que je vois? Il me dit, oui, effectivement, il y a un trafic. Alors bon, on pensait que c'était un avion civil quelque part qui était
où nous on avait dérivé de notre zone d'entraînement où lui n'était pas où il fallait, où des fois il y avait des intrusions aussi, des fois d'avions qui traversaient le ciel de France sans être autorisés. Et là, bon, j'appelle le contrôleur, il dit non, je confirme, moi je vous vois bien tous les deux, je vois l'autre trafic, mais ce que vous me donnez dans vos 10 heures, à peu près peut-être une dizaine de nautiques, il n'y a rien. Là, bon, on arrête l'exercice et bon, on va l'intercepter, on fonce dessus. Et à un moment où une distance qui peut être évaluée à 300-400 mètres, moins, enfin une distance où si ça avait été un avion de chasse, il se sentait vulnérable, il disparaît une éclairation, la perception rétinienne, quoi. C'est un peu comme dans les films maintenant où il passe dans une autre dimension. Bon, il nous laisse sur place, quoi. On n'a pas eu de perturbation radio, on n'a pas eu de perturbation radar, on n'avait pas de phénomène électromagnétique qui aurait pu nous signaler quelque chose d'autre. Bon, on arrête la poursuite et on recommence cet exercice. Là, je suis chasseur, je suis guidé sur mon camarade qui est un peu plus loin, j'ai l'acquisition radar et à un moment, pof, je vois cet objet volant qui sort de nulle part et qui virevoltait pas, mais qui était au-dessus de nous comme un troisième avion de chasse qui aurait pu surveiller notre manœuvre, quoi. Ça, c'est ce qu'on fait dans la chasse, on est sur la perche et on regarde ce qui se passe en dessous. Recontrôle avec le contrôleur radar, même dialogue, il n'y a rien, je vois pas, etc. Bon, boum, PC, on monte dessus. On essaie de l'intercepter à une distance. Alors, est-ce qu'on était à 100 mètres, est-ce qu'on était plus, peut-être moins? La dimension, je pense que ça faisait à peu près une quarantaine de mètres de longueur avec des hublots triangulaires. Donc on m'a dit, t'avais une caravelle. Non, ça n'était pas une. Et à un moment où on approche près, quoi, et ça disparaît, mais dans une accélération immédiate, de perception rétinienne, comme je dis. Bon, on arrête. Et puis une troisième fois, ça recommence. On recommence cet exercice une troisième fois. Et la même chose, ça réapparaît de nulle part, ça vient nous observer, ça gigote autour de nous, radar, au sol ne voyait rien, nous pas de contact radar, on n'avait qu'un contact à vie, et on refonce dessus. Et puis, je crois qu'on a foncé là, on est arrivé plein pot, on était un bon Mach 1, Mach 1 4, Mach 1 6 peut-être. Et en cas de collision, c'est assez énervant cette affaire. Et ça disparaît, ça accélère au moment où on arrive. Une impression qui m'est restée longtemps, c'est je crois que la deuxième fois, j'ai dû m'approcher suffisamment près pour voir à l'intérieur. Et c'était un peu le même phénomène quand vous promenez dans le noir et que vous passez devant une maison qui est éclairée. Vous voyez, quand vous êtes dans l'obscurité, vous voyez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y avait une lumière blanche extraordinaire. C'était presque, des gens qui ont donné des explications. Une lumière blanche extraordinaire, c'est un peu mystique et c'est pas éblouissante, mais je me rappelle avoir vu à l'intérieur, quoi. Il y avait un éclairage intérieur blanc et immaculé. La distance était très difficile à évaluer. Ce que j'ai retenu quand même, c'est que la deuxième passe, j'ai vu à l'intérieur. Donc je vais être assez près, quoi. Je vais être à une trentaine de mètres, quarantaine de mètres. Et vous estimez que l'objet, il a quelle taille ? Là, j'estime qu'il doit avoir à peu près 30-40 mètres, quoi. C'est ce qui me semble. Hein. Parce que j'avais une rangée d'hublots. Je me rappelle, je crois que j'avais une rangée de 8 hublots. Ouais. Voilà. Donc ça fait quand même, ça déjà, fait 8-16, ça ferait déjà un fuselage ou un corps de moins d'une trentaine de mètres, quoi. Ouais. Alors ça ressemblait à l'image dans la nuit, ça ressemblait à un ballon de rugby, c'est-à-dire rond et puis pointu, effilé au debout. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as peut-être une sous-coute de profil. Ça aurait pu être ça. C'était la forme que j'ai vue. Bon, après, j'ai participé à des commissions, tout ça, on a eu des échanges de visions, de choses, on a eu plein de choses. En tant que performance, je ne vois pas, même moi encore dans mon expérience, qu'on fait des avions rapides. Bon, maintenant d'ailleurs, on les fait moins rapides qu'avant, puis c'est plus la peine de dépasser 2 fois la vitesse du son pour attraper les gens. On a des missiles qui prennent Mach 4. Même le plus rapide chez nous, ça a été le Mirage et le Mirage 2000 qui prenaient Mach 2. Bon, il y a eu les SR-71 américains qui prenaient Mach 4, mais maintenant c'est plus la peine. Si vous voulez intercepter un objet en vol, vous avez des missiles qui accélèrent 4-5 fois la vitesse du son, donc ça les rattrape si vous voulez. Donc, au point de vue vitesse, performance. Par contre, je ne connais pas, moi, dans notre production planétaire actuelle, en France, en Europe, sur le monde, d'engins qui seraient capables de ça. C'est comme s'ils venaient nous voir notre entraînement. À aucun moment, moi j'ai senti d'agressivité. Quand on était nous menaçants, il s'est sauvé.
Quand il revenait de manière assez discrète jusqu'à temps qu'on le revoie de nouveau. Mais les manœuvres étaient comme un chasseur qui, qu'à un moment, si vous voulez, il finit comme les avions de reconnaissance dans le temps, qui étaient plus rapides. Quand ils voyaient qu'ils arrivaient dans le domaine de tir de l'avion qui les menaçait, ils se tiraient, quoi. Donc c'est une manœuvre des manœuvres d'aviateur, quelque part. Enfin, c'est une manœuvre aéronautique de chasse. 3 ans après l'observation à pas incroyable de Jacques Kryn, Steven Spielberg réalise son chef-d'œuvre Rencontre du troisième type, dans lequel il décrit des rencontres d'ovnis qui secouent les pilotes tellement fort que généralement, ils refusent de rédiger un rapport. Demandez-leur s'ils veulent faire un rapport officiel. DWA 517, voulez-vous faire un rapport sur un ovni? Négatif, contrôle. Nous ne ferons pas de rapport. Harris, voulez-vous faire un rapport officiel sur un ovni à vous? Négatif, nous ne ferons pas de rapport non plus. Des pilotes qui refusent de témoigner par crainte d'être interdits de vol, le journaliste Jean-Claude Bourret en a rencontré énormément lors de ses enquêtes consacrées aux ovnis sur France Inter dans les années 70. Je fais une conférence il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'était à Toulouse, je me souviens, il y a peut-être 6 ou 7 ans, et c'était dans un club privé, on était une petite centaine, tout le monde se connaissait, et c'était du genre Lions Club pour être clair. Et donc il y avait à la fin de la conférence quelqu'un qui lève la main et dit bon ben voilà Jean-Claude, vous ne me connaissez pas, je suis le commandant Intel de l'armée de l'air, voilà ce qui m'est arrivé. Chaque année, nous sommes évidemment inspectés pour savoir si nous respectons les procédures, si nous sommes bien au niveau pour piloter les avions de l'armée de l'air que le ministère de la Défense nous confie. Il me dit un jour, j'étais en vol comme ça avec un général qui m'inspectait en plein jour et on voit arriver face à nous quelque chose. On a d'abord cru que c'était un avion, donc je m'apprêtais à faire une manœuvre d'évitement. Et puis cette chose-là est arrivée en 2 ou 3 secondes à notre droite, s'est mis à nous suivre, c'est-à-dire qu'elle fonçait peut-être, je sais pas, à 800 ou 1000 ou 1500 km/h, elle fonçait sur nous, et elle a fait une sorte de stop and go, nous suivant, alors que nous, on volait à 400 km/h dans l'autre sens. Et ça nous a accompagnés pendant quelques secondes, et puis après, c'est parti à toute vitesse. Et là, il m'a dit, c'est exactement ce que vous avez décrit lors de votre conférence, c'est-à-dire que moi, je ne m'intéressais pas du tout aux objets volants non identifiés, mais j'ai été confronté à ça, en plein jour, on était 3 dans le cockpit, et le général nous a dit, on ne fait pas de rapport, sinon on pourrait être déclassifié en disant, ces gens-là ne sont pas sérieux, ils voient des soucoupes volantes en plein jour, on ne peut pas leur confier la bombe atomique ou le transport de militaires. Mais des exemples comme ça, je pourrais vous en donner pendant des heures, parce que j'en ai récupéré des quantités qui me semblent totalement recevables et crédibles. Il y en a beaucoup et je vais enchaîner en vous en donnant un autre. Un jour, je faisais une conférence sur les ovnis, je ne me souviens plus dans quelle ville, peu importe, parce que j'en ai fait peut-être plus de 1000. Et puis à la fin de la conférence, je vais dans la loge pour me reposer un petit peu, et le directeur du théâtre vient me voir en me disant « Monsieur Bourret, il y a un colonel de l'armée qui voudrait vous parler, est-ce que vous accepteriez de le recevoir ?» Je dis « Mais bien sûr !» Alors le gars, il rentre, une 50aine d'années à peu près, il me présente sa carte tricolore, il dit « Voilà, je suis le colonel Intel de l'armée de l'air, vous avez parlé de moi dans un de vos livres. » Ah, j'ai dit « Ah bon, c'est possible, mon colonel, parce que j'ai publié pas mal de rapports de l'armée. » Il m'a dit « Non, à l'époque, j'étais pas colonel, j'étais capitaine et j'étais pilote de chasse. C'est moi qui pilotais le Mirage 4 de la force de frappe en approche de Luxeuil avec mon copilote. Et vous avez raconté comment nous avions été confrontés à un objet volant non identifié qui n'a pas été détecté par le radar. C'est-à-dire que moi, je le voyais, cet ovni qui fonçait sur nous. J'ai cru que c'était les phares d'atterrissage d'un autre avion. J'ai alerté d'ailleurs par radio, et vous l'avez publié, j'ai alerté la tour de contrôle en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce trafic qui arrive à midi ?» Midi, ça veut dire face à nous. Et le gars disait « Mais moi, j'ai aucun écho sur mon radar. » Et l'OVNI est arrivé, il s'est mis sur notre droite, il nous a suivis, même chose, c'est-à-dire qu'il a foncé sur nous peut-être à 1000 ou 1500 km/h, et puis quand il est arrivé à notre hauteur, alors que nous on était en descente à peu près à 400 km/h vers la base de Luxeuil, il nous a suivis. C'est-à-dire qu'il n'a pas freiné sur des kilomètres pour réaccélérer dans l'autre sens, ça a été instantané. Donc c'est des choses qui sont absolument impossibles à faire encore aujourd'hui, en 2020. Et il m'a dit, il nous a suivis,
Ils passaient simultanément, mais je dis, mais c'était quoi? C'était une masse dans un matériau qu'on n'a pas su identifier, et ils nous parlaient. Je dis, comment ça, ils vous parlaient? Oui, mon copilote, pas mon copilote, mon navigateur a ressenti exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'en gros, le message, c'est n'ayez pas peur, on n'est pas hostile, on ne vous veut pas de mal, on vient d'ailleurs et vous ne pouvez rien contre nous. Voilà. Alors il m'a dit, ça je l'ai pas dit à la gendarmerie de l'air quand elle est venue faire son enquête, parce qu'on aurait dit on peut pas confier une bombe atomique sous un Mirage 4 à un type qui entend des voix et qui voit des ovnis. Donc j'ai fait le minimum syndical, j'ai dit oui on a vu vaguement une boule lumineuse, on sait pas ce que c'est, oui au point final. Mais il m'a dit maintenant je peux vous le dire parce que ça fait plus de 25 ans que ça trotte dans ma tête. Mon navigateur a ressenti exactement la même chose que moi. Quand on se rencontre avec nos épouses, on en parle, mais on en parle qu'entre nous. Je vous le dis à vous parce que je sais que vous vous intéressez de façon sérieuse aux ovnis et ça peut vous aider à mieux comprendre le phénomène, mais je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ils sont là. Ils sont là. Mais qui? Impossible à savoir, vu que les rapports de pilotes sont rares, incomplets et surtout impossible de connaître la vérité car les forces aériennes de tous les pays gardent ces informations le plus souvent secrètes. Cependant, les choses sont peut-être en train de changer. Récemment, aux États-Unis, l'US Navy a authentifié 3 vidéos d'OVNI enregistrées par ses chasseurs. Mieux, cela a été confirmé par le Pentagone et les pilotes ont été autorisés à parler aux médias. Tout d'abord, ça n'avait pas d'aile, donc on a pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait pas de souffle du rotor sur l'eau, pas de rotor. C'était extrêmement abrupt, comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur et change de direction. Et sa capacité de planer au-dessus de l'eau, puis de repartir à la verticale de 0 à plus de 12 000 pieds, puis d'accélérer en moins de 2 secondes et de disparaître, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Je crois, comme les autres témoins de ce phénomène, qui ont vu l'objet ce jour-là, qu'il s'agit de quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Dominique Filol, le réalisateur du documentaire OVNI Affaire d'État, revient longuement dans son film sur ces révélations fracassantes. Il y a 3 vidéos donc qui sont sorties, enfin elles ont été connues du grand public le 16 décembre 2017. On retrouvait quand même des traces de certaines de ces vidéos sur Internet avant cette date. Donc ces 3 vidéos ont été filmées par des F-18 américains avec leurs caméras infrarouges, mais à plusieurs reprises. Ce sont 3 vidéos différentes. Il y en a une qui s'appelle Go Fast, l'autre FLIR et l'autre Gimbal. Dans ces 3 vidéos, donc la plupart du temps, on voit un objet qui semble émettre une espèce de rayonnement. Ce qui est curieux, évidemment, ce sont les commentaires des pilotes qui ont l'air tous très étonnés, mais en même temps plutôt joyeux de voir ces phénomènes qu'ils n'expliquent pas. Il y a même un des commentaires qui est assez troublant parce que à l'image, on voit un seul objet, mais il dit « Regarde sur le radar, il y en a toute une flotte ». Et en effet, après, ces pilotes ont témoigné dans plusieurs grands médias américains. Et à cette époque-là, les radars ont accroché plusieurs de ces objets. Donc, il n'y en avait pas qu'un. Ils ont été enregistrés par les radars de l'USS Princeton, un navire de guerre américain. Et voilà, donc il y a eu tout un tas de témoignages à ce moment-là qui sont sortis à partir du 16 décembre 2017, que ce soit de pilotes de chasse, d'officiers spécialistes des radars, de gens qui étaient à bord du Nimitz et de l'USS Princeton. Donc voilà, enfin, ces vidéos ont été officialisées. Roger, there's truck shooting machine right there. Did you not move your car yet? 602. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Let's try.
il y a eu cet article du New York Times qui a fait grand bruit, aux États-Unis en tout cas, moins répercuté quand même en Europe. Et puis à partir du 16 décembre 2017, on a régulièrement des annonces, des articles sur le sujet qui sortent. Tout d'un coup, la Navy communique sur le fait que ces pilotes peuvent maintenant parler librement de ces phénomènes-là et même ils changent en fait leur système de rapport. Donc on les encourage même à faire des rapports s'ils voient quelque chose de bizarre dans le ciel. Alors qu'avant, il y avait plutôt une forme d'autocensure. Là, maintenant, on les encourage. Et ensuite, en septembre 2019, qu'est-ce qui se passe? L'US Navy en remet une couche en disant « Bon, bah oui, les vidéos qui sont sorties en décembre 2017, elles existent, elles sont vraies, et on les authentifie. En effet, ce sont des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et on ne sait pas ce que c'est. » Et là, à nouveau, rebelote en avril 2020, comme si on n'avait pas compris que ces vidéos étaient authentifiées et étaient réelles. Le Pentagone en remet à nouveau une couche en disant « Oui, ces vidéos, ce sont des vidéos de phénomènes aérospatiaux non identifiés, elles sont réelles. » J'ai vraiment l'impression qu'on veut nous mettre dans la tête que voilà, ces 3 vidéos sont vraies. Maintenant, ce qui est intéressant, ce sont aussi les déclarations, par exemple, de l'ancien sénateur du Nevada, le sénateur Harry Reid, et s'est félicité en fait des déclarations du Pentagone, des récentes déclarations du Pentagone, mais il a dit attention, on effleure à peine la surface avec ces 3 vidéos. Le gouvernement a beaucoup plus de matériel à sa disposition sur le sujet, et il a encouragé le gouvernement à déclassifier davantage en disant que les Américains avaient le droit de savoir. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. Le programme s'appelait le programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. Des dizaines de millions de dollars ont été alloués au programme par l'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid. À cette époque, j'étais le chef du Sénat et j'ai parlé au sénateur d'Hawaï, Daniel Inouye, et au sénateur de l'Alaska, Ted Stevens. Ils étaient tous deux représentants du comité des crédits. C'est lui qui détermine où les crédits pour la défense sont investis. Il contrôlait aussi ce qu'on appelle les fonds secrets, des lignes de budget noires qui n'apparaissent nulle part. C'était secret, c'était classifié, et je leur ai demandé de se rencontrer dans une chambre sécurisée du Capitole. Là, je leur ai exposé les faits et je leur ai dit que je voulais qu'on dépense de l'argent pour essayer de comprendre de quoi il pouvait bien s'agir. L'armée des États-Unis a dit OK, on n'a plus besoin de garder tout cela secret. Donc, les pilotes peuvent rapporter ce type de phénomène sans avoir peur pour leur carrière. Dorénavant, ils peuvent rapporter cela à leurs supérieurs. Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Dominique Filol a pu assister à la reconstitution d'une de ces observations américaines par la commission française Sigma 2, qui réunit des ingénieurs, des pilotes, des analystes, des spécialistes radars, voire même des astronautes. On a essayé de reconstituer ce qui a été observé lors des exercices navals qui se déroulaient entre le Nimitz, Princeton, etc. Du 10 au 13 novembre 2004, un certain nombre d'observations répétitives d'échos radars, 8 à 20, observés au-dessus des îles Catalina, sur une trajectoire sud, à 80 000 pieds et à peu près 100 nœuds. Donc 100 nœuds, c'est une vitesse qui est extrêmement basse pour un avion, et qui plus est à des altitudes de ce niveau. Donc la première patrouille, en fait, est envoyée à peu près 60 miles du Nimitz. Il y a l'observation d'une trace d'écume au niveau de l'eau. L'un des F-18 donc va engager une manœuvre de descente rapide au contact de cette zone d'écume. Et donc l'objet décrit comme un grand tic-tac va changer de position et va grimper. Donc voilà, il y a une manœuvre qui pourrait sembler intelligente. Bon, suite des opérations, ce n'est que la 3e vague de F-18 qui, elle, est équipée de caméras infrarouges, qui va rallier le point, qui va en faire ces fameux enregistrements. Voilà. Pour Alain Juillet, ancien responsable du renseignement français à la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, les dernières annonces officielles américaines sont très crédibles.
Le fait que ce soit un sénateur américain qui ait demandé, qui ait insisté pour qu'il y ait cette enquête, montre quand même que ça correspond à une vraie problématique. Néanmoins, les Américains, quand ils ont décidé, à la demande du sénateur de faire l'enquête, l'ont faite parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre de problèmes sur lesquels les pilotes américains en particulier s'étaient interrogés, je dirais, les pilotes et les autres, en voyant les images de ce qu'ils avaient pu regarder. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. Et ce n'est pas fini. Les déclarations du sénateur Harry Reid vont encore plus loin. Ce que je veux dire, c'est qu'on pensait que ces objets n'apparaissaient que dans les airs. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu des phénomènes inhabituels dans l'eau, sous la mer. Et pas une seule fois, mais plusieurs fois. Les gens racontent d'étranges phénomènes survenus à des bateaux, interrompant parfois même leur communication radio. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important de faire tout ce que l'on peut pour comprendre de quoi il s'agit. Un dossier qui n'est pas totalement clos, qui est un cas d'observation qui est fait au soir du 25 avril 2013 sur l'aéroport d'Aguadilla, Porto Rico. D'abord par le contrôle aérien. Le contrôle aérien relève des échos radars bizarres. Et puis signalerait une lumière à un avion de patrouille maritime américain qui est équipé d'une caméra infrarouge visible qui va être utilisée donc dans cette affaire-là. On voit une tache fluctuante donc d'un objet qui se promène, on va dire au-dessus, je dirais, des abords de l'aéroport. Ce qui est plus extraordinaire par contre, c'est qu'après, cet objet semblerait survoler la mer et plonger dans l'eau sans effet de splash, disent les Américains, et laisser d'ailleurs une trace thermique dans l'eau, ce qui est bizarre, parce qu'en fait un objet immergé dans l'eau, l'eau est opaque aux infrarouges et donc va constituer normalement un écran qui efface toute trace. Il se trouve qu'il y a une trace résiduelle qu'on ne sait pas bien expliquer, et enfin pour terminer, cet objet semble ressortir de l'eau et se séparer en deux. Ce déluge de révélations en provenance de sources officielles est totalement inédit dans l'histoire de l'ufologie. C'est comme si les instances américaines voulaient préparer l'opinion publique. Mais la préparer à quoi? Et surtout, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Beaucoup d'ufologues, comme Patrick Ferrin, qui baigne dans l'ufologie depuis des dizaines d'années, préfèrent rester prudents. Lui aussi a collaboré avec les militaires lors de la vague d'OVNI belge de 1989. Il est très difficile de s'intéresser au phénomène OVNI, en général, et de ne pas retomber sur les militaires. L'armée, les militaires sont un des éléments présents dans tous les cas considérés comme importants. Eh bien, à un moment donné, on va retomber sur, on va appeler ça, le domaine militaire. Et là, c'est très difficile, évidemment. Et dès le début. Et c'est le cas dès le début. Dès le début. Il y a peu de cas, il y a peu d'ufologie, d'affaires ufologiques où, à un moment donné ou un autre, on ne va pas tomber sur cette dimension-là. Tiens, on est nouveau dans le champ militaire. Et c'est le même scénario qui se reproduit inlassablement, dirait-on, oui. C'est frustrant, ça, quand même, non? Parce que ça incite à se poser certaines questions, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que l'armée en Belgique, enfin, peut-être pas en Belgique, mais aux États-Unis, a réellement enquêté ou enquête toujours sur l'ufologie ou sur les phénomènes OVNI, ou c'est de la poudre aux yeux, ça n'a jamais été réellement le cas? Nous n'en savons strictement rien. On le soupçonne, on l'a soupçonné de tout temps. Il y a eu bien sûr des commissions, bien entendu, elles sont bien connues. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des militaires qui se sont intéressés, qui ont mené des recherches, qui ont mené des enquêtes. Certains l'ont même fait à titre privé.
Bon, et on jouit d'une certaine notoriété par la suite, mais c'était pas commandité, c'était pas officiel. Mais bon, ils avaient quand même le statut de militaire et possédant une certaine expertise apparemment. Y a-t-il toujours une commission d'enquête maintenant? Certains disent que oui, mais elle est hyper, méga, top secret, donc on ne sait pas. D'autres disent non, il y en a eu, mais il n'y en a plus, on ne dépense plus d'argent pour ça. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de désinformation, et en fait, on n'en sait strictement rien. On ne peut absolument rien dire à l'heure actuelle. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez des 3 vidéos de l'US Navy qui ont été déclassifiées l'année passée par la Navy, mais qui seraient authentifiées par le Pentagone actuellement? Ça fait énormément de bruit. Enfin, je veux dire, les gens qui s'intéressent aux ovnis ou à l'ufologie, tout le monde est excité par ces vidéos. Alors, certains sont extrêmement sceptiques, d'autres extrêmement enthousiastes, etc. Quel est votre avis, à vous, de vieux briscards de l'ufologie? C'est une grande première parce que, en ce sens que, bon, si tout ça est bien exact, mais apparemment ça a l'air d'être confirmé. Donc la nouvelle, elle est donnée, elle est lancée par le Pentagone. C'est un document du Pentagone qui dit, voilà, oui, dans un souci de transparence, nous rendons publiques ces vidéos. Elles sont authentiques et nous ne savons pas ce que c'est. En gros, c'est le message. Alors, il est vrai que ça, c'est une grande première. Ça fait l'effet d'une bombe, d'ailleurs. Il faut voir les commentaires, il va y avoir des bagarres d'experts qui vont analyser tout ça sous toutes les coutures. C'est un événement. Ça fait l'effet d'une bombe dans le monde ufologique, mais même dans les médias traditionnels. Je veux dire, le New York Times en a parlé. C'est pas n'importe quoi. C'était dans nos JT à nous aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'apparemment, ces 3 vidéos sont authentiques. Il semble que ces 3 vidéos soient tout à fait authentiques, bien sûr. Elles ont été officialisées par la Navy et puis par le Pentagone. Après, qu'est-ce qu'elles représentent? Toute la question est là. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh, thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Il faut surtout pas exclure que ces objets qui ont été filmés par l'US Navy puissent éventuellement être des drones très avancés. On va dire des drones qui sont fabriqués dans des hangars secrets d'un pays. Bon, ça c'est une théorie qu'il faut pas exclure parce que peut-être que dans quelques années on découvrira que c'était le cas. Maintenant, il semblerait quand même que ces objets ont un comportement très étrange, dans le sens où des pilotes donc de la Navy qui ont vu ces objets ont remarqué quelque chose de très curieux, qui est que ces objets paraissaient anticiper le comportement des pilotes. Un peu comme si ces objets étaient capables de lire dans la mémoire des pilotes. Alors à ce jour, quand même, il n'y a aucune technologie qui est capable de faire ça. Donc ça, c'est déjà très étrange. Deuxième fait très étrange, c'est que ces objets... Apparemment, ils n'ont pas de système de propulsion apparent. Ils n'ont pas d'ailes. Or, aujourd'hui, tout ce qui vole quand même a des ailes ou un système de propulsion apparent dégage une certaine chaleur, etc. Là, ça ressemble à absolument rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a des petits calculs qui ont été faits qui montrent que que ces objets avaient des accélérations en fait qui les amenaient à plus de 100 G, c'est-à-dire 100 G, c'est 100 fois le poids de la personne qui serait à l'intérieur de l'objet. Autant vous dire que la personne serait littéralement écrasée, voire décomposée, explosée à l'intérieur de l'objet. Aujourd'hui, nos pilotes de chasse peuvent aller à encaisser jusqu'à 10-12 G maximum avec des combinaisons anti-G. Là, on parle de 100 G, c'est 10 fois plus, c'est strictement impossible pour un corps humain d'encaisser une telle force.
Alors moi, la sagesse, c'est de dire, attendons un peu, reparlons-en dans 6 mois. Qu'est-ce qu'il en restera dans 6 mois? Qu'est-ce qu'il en restera dans 1 an? Là, les experts se seront déchirés, il y aura eu d'autres informations vont peut-être grossir le dossier, il va peut-être y avoir un démenti, on ne sait pas. Bon, il y a encore eu d'autres exemples. Hein. La vidéo qui a été rendue publique d'un des 2 appareils F-16 pendant la vague belge en 1990, rendu public par la force aérienne et grâce au colonel qui est devenu le général-major de Brouwer, a suscité beaucoup d'émoi aussi, beaucoup de controverses et on n'a pas toujours le fin mot de l'histoire non plus maintenant, la force aérienne ayant décrété qu'on n'a pas suffisamment d'éléments que pour conclure quelque chose. Alors que quand on interroge le principal intéressé qui était dans le cockpit, lui, 30 ans après, il est convaincu, mordicus, qu'il a vécu une interception qui sort de l'ordinaire. Oui, comme ce pilote américain dont on parle maintenant. Là, on a c'est une autre dimension d'un témoignage. Là, on a quelqu'un qui a vécu une expérience tout à fait particulière, qui est peut-être le mieux à même d'en parler. Parce que ce sont des gens qui ont quand même une très très grande maîtrise, une très grande expertise. Bon, ce sont des pilotes confirmés, ils font partie du gratin des pilotes confirmés. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les commentateurs, et ça part dans tous les sens, et ça s'affronte, et ça débat, et ça... Voilà. Et puis, il y a ceux qui sont chargés d'amplifier les commentaires, et puis il y a le public au bout de la course qui reçoit tout ça, qui va interpréter tout ça en fonction de ses propres convictions, et voilà. Donc la parole de ce pilote belge, elle est extrêmement importante à mon sens, la parole de ce pilote américain aussi, ceux qui sont derrière les écrans radars également, et puis on peut décroître comme ça. Et puisque les pilotes sont des témoins importants, peut-être les plus importants, laissons-les conclure. Yves Melbergs d'abord, qui a peut-être accroché un objet volant non identifié sur son radar lors d'une poursuite qu'il n'oubliera jamais. La communauté des pilotes, parmi l'ensemble des observateurs, peut-être aussi avec des astrophysiciens ou des scientifiques en fait qui s'intéressent vraiment à la chose, je pense qu'on fait partie d'une communauté où justement la sécurité aérienne est un point important de notre formation. Et donc, en général, on ne plaisante pas trop avec ce genre de choses, ni avec le matériel, etc. Et en plus, bon, c'est une question de crédibilité, donc on ne va pas commencer à raconter n'importe quoi à ce sujet-là. Donc, en fait, en général, quand on rapporte quelque chose, je pense que la plupart du temps, c'est quand même... Enfin, on peut imaginer que la personne qui raconte ces faits sont corrects. Et c'est pour ça que quand je vois des témoignages d'autres pilotes, en général, j'écoute assez attentivement parce que, voilà, je me dis que s'ils sont comme moi, ils ont eu le même problème que moi, c'est-à-dire ils se sont posés beaucoup de questions et puis ils se sont demandé s'ils en allaient en parler et s'ils en parlent, ben, ils essayent de le faire d'une façon objective. Donc en général, je suis très attentif quand j'entends ce genre de choses. Vous y pensez encore souvent à ce que vous avez vécu ou c'est passé ou vous y réfléchissez encore? Vous aimeriez bien savoir si vous avez poursuivi un phénomène météo, un objet ou un prototype ou quelque chose d'autre? Oui, j'aimerais bien savoir, évidemment. Pour le moment, on n'a pas d'explication. Certaines personnes y travaillent ou certaines personnes avancent des hypothèses. Peut-être finalement un jour trouver la solution à ce qui nous est arrivé il y a déjà 30 ans. Quant à Jacques Krien, celui qui par 3 fois a essayé d'intercepter un ovni de 40 mètres de long avec des hublots et éclairé de l'intérieur, pour lui, les choses sont claires. Donc pour vous, ça vient d'ailleurs, quoi. Ce que vous avez vu, ça peut pas être expliqué par quelque chose de terrestre. Non, si je suis honnête, avec mes connaissances techniques, bon, j'étais pilote, j'ai piloté des avions, même fait du Rafale l'année dernière. Bon, j'ai piloté des avions de chasse qui sont quand même les plus performants. Je ne vois pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les observations que j'ai faites. Tout danger est écarté pour l'instant. Tout danger est écarté pour l'instant. Dans le prochain épisode, on vous emmène dans une dimension plus inquiétante du phénomène OVNI, les enlèvements. My name is Travis Walton.